On dit du poète qu'il est transcendé, du musicien qu'il a reçu un don divin, du peintre qu'il produit des miracles. Pourquoi ce lexique sacré, précisément là? L'art n'existe pas. Ce qu'on appelle art, c'est un mot poli pour désigner une industrie de la création qui a emprunté le vocabulaire de la religion pour mieux se vendre. Ce vocabulaire crée une frontière sociale absurde. D'un côté, le menuisier, qui ferait de l'artisanat, de l'autre, le comédien de théâtre ou de cinéma, qui lui ferait des miracles, des interventions divines. Cette hiérarchie n'a rien de naturel, elle est fabriquée, elle est historique, et elle est profondément antisociale. Prenez le théâtre. Aujourd'hui, on le range dans les arts vivants, avec son vocabulaire sacré, ses codes, son entre-soi. Chez les Grecs, c'était exactement l'inverse. Le théâtre n'était ni élitiste, ni séparé du peuple. C'était une fête religieuse et civique, les Dionysies, donnée en l'honneur du dieu Dionysos et ouverte à tous les citoyens. L'entrée y était gratuite à l'origine, et quand on a fini par payer, l'État remboursait les places des plus pauvres pour que personne ne reste dehors. Ce n'étaient pas des artistes qui montaient sur scène pour toucher les âmes, c'étaient des citoyens financés par d'autres citoyens plus riches, les chorèges, dans un concours populaire, divertissant et carnavalesque. Le sacré ici n'excluait pas la foule, il la rassemblait. Dans toute autre chose maintenant, si vous détestez l'art contemporain en pensant que n'importe qui pourrait le faire, vous avez sans doute raison. Et c'est justement la preuve que ce n'est pas l'effort technique qui fait la valeur, mais l'environnement économique qui l'entoure. En 2019, une simple banane, achetée 25 centimes et scotchée à un mur, s'est vendue 120 000 $. La même œuvre, revendue en 2024 dans une autre maison, a atteint 6,2 millions $. Ni le fruit, ni le ruban adhésif n'ont changé. Seul le nom sur le certificat, la maison de vente et l'acheteur ont fait la différence. Attention, quand je parle d'œuvres dont la valeur tient surtout à l'environnement économique plutôt qu'à l'effort ou à la technique, je ne vise pas l'art contemporain comme un tout homogène. C'est un champ immense qui va de la peinture la plus exigeante à l'installation la plus conceptuelle. Je parle spécifiquement d'un sous-genre bien identifiable, un art performatif et médiatique pensé d'abord pour générer du bruit, du scandale ou du clic. Beaucoup d'artisans contemporains produisent un travail long, technique et sincère, qui n'a rien à voir avec cette logique-là, et l'amalgame serait injuste. Le sociologue Pierre Bourdieu dirait que l'idée d'un art autonome, détaché du monde social, remonte à l'esthétique héritée de Kant et qu'elle s'accompagne au XIXe et XXe siècle d'un véritable processus de sacralisation du grand art. Ce hold-up lexical n'est pas récent. Il a une histoire, une date de naissance presque. Avant le XVIIIe siècle, peintres et sculpteurs ne sont pas des artistes au sens où on l'entend aujourd'hui, ce sont des artisans. Organisés en corporation, payés à la commande, au même titre qu'un tapissier ou qu'un orfèvre. Le mot artiste, tel qu'on le pense aujourd'hui, cette figure inspirée, touchée par la grâce, est une construction progressive, et elle s'installe avec le romantisme qui invente le mythe du génie solitaire, habité par une force qui le dépasse. Le statut d'artiste n'est pas une qualité intrinsèque à la personne, c'est un ensemble de conditions matérielles, juridiques et symboliques qui varient selon les époques. Mais alors, pourquoi ce mythe a-t-il si bien pris ? En sacralisant la création, on la sort du champ de la production ordinaire. On la met hors de portée de la critique économique. Un miracle par définition ne se discute pas. Il s'achète ou il s'admire en silence. Le vocabulaire religieux n'est donc pas un hasard de langage. C'est un outil de conversion.
Convertir un objet fabriqué avec des mains, du temps et des choix techniques en objet de foi. Et un objet de foi, contrairement à un objet de travail, échappe à toute négociation sur sa valeur. En 1506, le pape Jules II lance le chantier pharaonique de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome avec Bramante, Michel-Ange et plus tard le Bernin. Pour financer ce chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'art, l'Église organise l'une des plus grandes campagnes de vente au monde, celle des indulgences. Des remises de peine pour l'au-delà, littéralement monnayées contre de l'argent sonnant. Ce commerce choquera tellement qu'il déclenchera la réforme protestante. Autrement dit, le plus grand monument de l'art sacré occidental a été payé en partie par la peur organisée et vendu au détail. Le sacré et le commerce n'ont jamais été ennemis. Ils sont associés depuis le début. Et avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite très chaleureusement à me soutenir sur mon Ko-fi en tipsant quelques euros, ponctuellement ou mensuellement, de sorte à tenir une ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur Twitch, où je suis également très actif. Reprenons. Petit exercice de pensée maintenant. Prenons un boulanger qui invente une miche inédite. Il n'a pas le droit d'être artiste. On le range une fois pour toutes du côté de l'artisanat. Pourtant, devant ce pain, quelque chose se passe en moi. Une odeur, une texture, et soudain, l'enfance revient. La campagne. Une émotion pleine et réelle. A l'inverse, je peux entrer dans un musée, me placer devant un chef-d'œuvre mondialement célébré et rester parfaitement de marbre. Rien ne se passe. Le silence intérieur, complet. Alors, pourquoi imposer le vocabulaire de l'art à ce qui, chez moi, ne déclenche rien, et l'interdire à ce qui, chez le boulanger, touche quelque chose de profond? La réponse est simple, et elle est économique. Parce que l'argent et l'institution qui le fait circuler ont tranché ailleurs. Et cette sélection n'a même pas besoin d'être vivante pour continuer à trier. Une étude publiée en 2019 dans la revue scientifique PLOS ONE a analysé plus de 40 000 œuvres dans 18 grands musées américains. Le Met, l'Art Institute of Chicago, le National Gallery of Art, résultat, 85% des artistes exposés sont blancs, 87% des hommes, les hommes blancs, à eux seuls, représentent plus des 3/4 de la collection. Les artistes afro-américains, 1,2%. À la National Gallery de Washington, la part d'artistes noirs dans la collection est purement et simplement de 0. Et la plupart de ces artistes sont morts depuis longtemps. Ce ne sont donc pas eux qui choisissent d'être accrochés au mur. Ce sont des conservateurs, des collectionneurs, des comités d'acquisition, aujourd'hui, qui continuent de reproduire ce tri hérité. La consécration n'est donc pas seulement sociale, elle est aussi, silencieusement, raciale et genrée. Et elle s'auto-perpétue, génération après génération, à travers ce qu'on choisit d'accrocher plutôt que de décrocher. Et c'est exactement la question que se pose le sociologue américain Howard Baker dans Les Mondes de l'art en 1982. Au chapitre qu'il consacre justement à la frontière entre arts and crafts. Sa conclusion est sans détour. Rien dans l'objet lui-même ne justifie la hiérarchie entre art et artisanat. Cette hiérarchie est un effet de réseau, de qui expose, qui critique, qui achète, qui enseigne, pas une propriété physique de la miche de pain ou de la toile. Et Baker va plus loin, il montre qu'une œuvre n'est jamais le fait d'un individu isolé. Fondateur, marchand de couleurs,
galeristes, critiques, musées, publics, tous participent à la fabrication matérielle et symbolique de ce qu'on appelle, au bout du compte, une œuvre d'art. Le boulanger, lui, n'a simplement pas ce réseau. Il n'a pas ce réseau de consécration derrière lui. Ce n'est pas son pain qui est disqualifié. C'est l'absence d'institution pour le qualifier. Qu'est-ce qui définit qu'une chose est de l'art et qu'une autre ne l'est pas ? C'est sa valeur, et donc son statut d'œuvre, qui se construit à l'articulation exacte de deux pouvoirs, le marché et le musée. Et ce pouvoir de consécration n'est ni divin, ni neutre, ni purement esthétique. C'est un pouvoir social, comme un autre, avec ses réseaux, ses codes de classe, les mêmes que ceux qui, ailleurs, décident qui obtient un prêt bancaire ou qui décroche un poste. Le mot artiste sert alors une dernière fonction, presque invisible. Il naturalise une hiérarchie sociale en la faisant passer pour une hiérarchie de talent. On ne dit jamais « ce marché a choisi de valoriser cette personne ». On dit « cette personne a du génie ». La formulation change tout. Elle rend le tri incontestable. Ce que je ressens devant la miche de pain n'est donc pas un jugement esthétique de seconde zone, tout comme il n'y aurait pas de hiérarchie dans la culture. C'est un jugement esthétique tout court, privé de son monde pour exister. Alors on peut me répondre, oui mais, et l'intention ? Le peintre, lui, a l'intention de faire de l'art. Le boulanger, non. Oui mais, sauf que l'intention du créateur n'a jamais garanti l'émotion chez celui qui reçoit. Si l'art est d'abord affaire d'émotion, alors l'art ne se loge pas chez celui qui fabrique. Il se loge chez l'autre, chez le regardeur, chez l'auditeur, chez le lecteur. Se déclarer artiste, avant même d'avoir confronté son travail à un regard extérieur, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est de l'égocentrisme, je me couronne moi-même, avant même le procès. Et c'est précisément la thèse centrale de Becker. Selon lui, dire « ceci est une œuvre d'art » n'est jamais un constat individuel, personnel. C'est un verdict collectif, le produit d'un accord tacite entre plusieurs acteurs qui, ensemble, s'entendent pour reconnaître, apprécier et faire exister un objet en tant qu'œuvre d'art, et rien de tout cela ne dépend de la seule volonté du créateur. Nouvel exercice de pensée maintenant. Un soir, dans une salle des fêtes, un oncle prend le micro et se met à chanter. La salle entière se lève, des gens pleurent, quelqu'un dira plus tard, c'était habité, il y avait quelque chose de plus grand que lui. Le lendemain, au conservatoire, une salle de concert applique poliment un concert, pourtant irréprochable techniquement, et cette fois-ci, personne n'a rien ressenti de transcendant. Ici donc, la conclusion est claire, la transcendance dépendrait d'autre chose que du simple support, que du simple objet, à savoir la musique. Et on pourrait me dire, oui, mais la musique est spirituelle par nature, que la danse touche à la transcendance, que le rire d'une bonne comédie est impalpable, indescriptible. Mais les ethnologues ont justement étudié ça de très près. Et le chercheur Gilbert Rouget a passé des décennies à observer la transe dans le monde entier. Chamanisme sibérien, possession vaudou, rituel afro-brésilien, pour arriver à une conclusion frappante, ce n'est presque jamais la musique elle-même en tant qu'objet qui déclenche cet état. C'est le contexte social et collectif qui l'active. Retirer le rituel, le groupe, la croyance partagée, la même mélodie seule, ne fait plus grand-chose. Alors peut-être que le spirituel n'est pas une propriété de l'œuvre. C'est ce qui se passe entre les gens autour d'elle. Et ça, un oncle en salle des fêtes peut le déclencher, tout autant qu'un orchestre symphonique. Alors non, il n'y a que de la création. Matériel, comme un meuble, immatériel, comme une mélodie, comme un rire. Rien de divin là-dedans. Et surtout, rien qui justifie de diviser les êtres humains en deux castes, ceux qui créent au sens noble et ceux qui fabriquent au sens vulgaire. Cette division, on la retrouve d'ailleurs dans l'histoire même des hiérarchies artistiques. La peinture d'histoire au sommet, la nature morte tout en bas.
la musique dite savante au sommet, la musique populaire tout en bas. Ces hiérarchies ont changé plusieurs fois en 3 siècles. Ce qui n'a pas changé, c'est le principe. Quelqu'un, quelque part, avait le pouvoir de trancher. Et ce quelqu'un n'était jamais le public ordinaire. Ce qu'on appelle don est presque toujours dans les faits du capital culturel hérité, une familiarité précoce avec des codes légitimes, transmis en famille. Le don est un mot qui efface l'héritage social pour ne garder que le mérite apparent. Et il faut regarder les chiffres, parce qu'ils disent tout du système réel derrière le mythe. En France, 1% des artistes-auteurs, environ 400 personnes, concentrent à elles seules 1/5 de l'ensemble des revenus artistiques déclarés. Pendant ce temps, près de la moitié des artistes plasticiens cotisants touchent moins de 5 000 € de revenus artistiques par an. Le revenu artistique médian des artistes-auteurs affiliés tourne autour de 15 800 € annuels. Et la moitié gagne moins que ça. Côté spectacle vivant, 87% des contrats des intermittents sont des contrats courts et 1/3 de ces travailleurs perçoit un revenu inférieur au salaire médian français. Et c'est la conséquence logique d'un système qui a besoin de quelques poules aux œufs d'or mises en pleine lumière pour légitimer le silence organisé de tous les autres. La rareté du succès n'est pas la preuve d'un talent rare. Elle est la condition même du mythe. S'il y avait 1000 génies, le mot ne voudrait plus rien dire. Alors c'est une propagande douce, presque affectueuse, qui sert à contrôler un petit échantillon d'humains présentés comme supérieurs, pendant que des milliers d'autres, tout aussi capables, sont renvoyés au rang de ceux qui n'ont pas leur place derrière une guitare. Le plus triste dans cette histoire, ce n'est pas le mot. C'est le gâchis humain qu'il produit. Tous ces gens à qui on a dit dès l'enfance qu'ils n'avaient pas reçu la grâce pour créer, et qui, du coup, ont arrêté d'essayer. Parce que la revendication d'artiste, une fois sacralisée, valide un mythe méritocratique et bien pratique. On éclaire quelques talents rentables et triés sur le volet, correspondant aux critères de beauté en place si possible, pour mieux plonger la masse dans le silence du quotidien administratif. Et je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. L'IA générative joue exactement au même jeu qu'on vient de démonter. Elle ne conteste pas la sacralisation de l'art puisqu'elle la vise. En 2022, une image générée par Midjourney remporte un concours d'art numérique au Colorado. Le Copyright Office américain refusera de l'enregistrer faute d'auteur humain. Mais la vraie question n'est plus là. Qui décide qu'une œuvre mérite ce statut ? Puisqu'on a dit que ça n'était jamais l'objet lui-même, toujours les institutions, les marchés, les plateformes, alors elles n'ont aucune raison de fermer la porte à l'intelligence artificielle, une fois celle-ci rentable. Et c'est déjà en cours, les plateformes de streaming musical sont saturées de morceaux entièrement générés par IA, écoutés, monétisés, parfois même mis en avant. Comme dans n'importe quelle intégration au marché, personne n'est consulté, sauf les institutions en elles-mêmes. Restent les critiques légitimes, le pillage du travail d'artistes pour entraîner ces modèles, sans consentement ni rémunération, d'où les procès en cours. Et on voit souvent dans les politiques anti-intelligence artificielle la nécessité de se servir de ses traumas, de sa souffrance pour créer, de sorte à combattre l'IA générative. Invoquer la figure de l'artiste torturé n'y répond en rien. Ça ne fait que relancer le même mythe, à savoir un énorme mensonge, une arnaque financière, contre un nouvel adversaire, financier lui aussi. Alors en conclusion, je dirais que le système choisit ses poules aux œufs d'or et condamne les autres au silence, parfois même à une forme de mort sociale, celle de ne plus jamais essayer de créer. Et on pourrait penser qu'il existe un échappatoire, se déclarer soi-même artiste sans rien en attendre,
Ni argent, ni consécration, ni musée. Une manière de reprendre le mot à l'industrie, de le vider de sa valeur marchande en se l'appropriant gratuitement. Une forme de résistance, en somme. Mais il existe un risque, parce que le mot, même détourné, réactive automatiquement son envers. Dès qu'on se dit artiste, même par dérision, même sans rien en attendre, on remet en place, en creux, la catégorie du simple artisan, celui qui resterait de l'autre côté de la frontière. On désarme difficilement un clivage en le portant soi-même. On le remet très souvent en circulation. La vraie résistance n'est donc pas de se réapproprier le vocabulaire sacré. C'est d'arrêter, tout simplement, de l'employer. Pour soi, comme pour les autres. Ne plus dire artiste, ne plus dire don, juste quelqu'un qui crée. Alors à la question « Pourquoi ce lexique sacré ?» précisément là, eh bien pour sacraliser un objet et le rendre discrètement beaucoup plus rentable. Et rappelez-vous d'une chose, vos créations sont parfaitement légitimes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur mes différents réseaux. Sachez que c'est un format qui demande du temps et du travail. N'hésitez pas à tipser sur mon Ko-fi et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.